Mustafa Kemal, en fait, c'est le parfait représentant du pouvoir unioniste tel qu'il se recycle après le génocide des Arméniens. Après le génocide des Arméniens, les unionistes sont déconsidérés. Et il faut qu'une figure émerge pour prendre la tête d'une résistance anatolienne qui est en train de se mettre en place contre les Alliés qui ont vaincu l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale. Il faut qu'une figure émerge qui puisse fédérer cette résistance, cette lutte contre les Alliés pour changer la donne géopolitique sur le terrain. Au départ, Mustafa Kemal n'a rien de laïque. C'est-à-dire que la lutte qu'il organise dans la période 1920-1924 pour instaurer la République et pour recréer un espace, un État national turc plus large que ce que les Alliés veulent bien lui concéder, à l'Empire ottoman après la défaite de 1918, pour faire cela, il faut mobiliser les masses. Et la mobilisation des années 1920-1923, puisque ça correspond à la période donc, de la guerre gréco-turque, plus exactement 1919-1922, cette mobilisation, elle se fait sous la bannière de l'islam, de la nation et de l'anti-impérialisme. Et en même temps, il y a une proximité avec les bolcheviks à cette époque-là, parce qu'ils voient dans la lutte anti-impérialiste de Mustafa Kemal contre les Alliés une manière de les affaiblir, précisément. Donc il y a une aide financière considérable apportée par Moscou à ce qui devient Ankara à ce moment-là, c'est-à-dire un embryon d'État qui se constitue et qui, encore une fois, repose largement sur une mobilisation islamique, sur le djihad, sur l'instrumentalisation du djihad donc de la religion par un État, par une armée, par une guerre, mais c'est dans la continuité totale de l'unionisme au pouvoir entre 1913 et 1918. Ce sont les mêmes personnels qui vont tenir la Turquie de 1913 à 1950-1960. Et ça, c'est ce qui a été démontré depuis environ 30 ans dans l'historiographie, notamment par Erich Jan Zürcher. C'est très important. Ça veut dire qu'en fait, Mustafa Kemal, tout bon père, petit père comte de l'Orient qu'il est, républicain bon teint, qui peut figurer dans notre imagerie à nous, jusqu'à aujourd'hui de manière très forte, y compris donc dans les journaux, dans la presse et dans la tête des hommes politiques, cette image-là, il faut immédiatement la fausser par l'idée qu'il est la face autorisée, la face civilisée, la face appréciable pour les Européens d'une Turquie qui est en réalité la perpétuation d'un ordre, donc comme le disait très bien Nathalie Kleyer, qui visait à confessionnaliser le pays. Et c'est ce que Hans Lukas Kieser, qui est un historien suisse, a appelé le turquisme islamiste. Et ça rejoint exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction entre le projet de laïcisation sectorielle dont Nathalie a parlé dans certains domaines et qui a commencé à l'Empire ottoman et se poursuit à l'époque républicaine, dans l'éducation, dans la justice, vis-à-vis du pouvoir politique, l'abolition du califat. Il n'y a pas de contradiction entre ça et d'autre part, une forme de maintien et même d'importance croissante accordée au fait d'être musulman, donc à la confessionnalisation des identités nationales pour définir qui est turc et qui ne l'est pas. Et ça, c'est très important. Un exemple très clair, et après je m'arrête, le ministre de l'Intérieur de Mustafa Kemal, donc Şükrü Kaya, qui est le principal artisan des opérations de laïcisation, de la laïcité turque, urbi et orbi dans le pays et à l'étranger, car c'était vraiment un instrument de propagande. Şükrü Kaya, donc il est au ministre de l'Intérieur de 1927 à 1938, c'est lui qui supervise énormément d'opérations dont on va parler aujourd'hui. Il a été l'un des principaux artisans du génocide des Arméniens, en poste à la direction donc, des réfugiés et du déplacement de population, enfin de l'installation des populations, la direction des réfugiés et de l'installation des populations à Alep à partir de l'automne 1915, et il est responsable directement de la mort de plusieurs milliers d'Arméniens. Donc quand on parle du ministre de l'Intérieur laïque de la République de Turquie, il faut avoir à l'esprit d'emblée cette continuité génocidaire et le fait qu'il y a une perpétuation de l'exclusion des non-musulmans dans le processus de construction nationale turque, y compris à l'époque de la laïcité.